Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer cette deuxième journée du RIESS à Lyon avec cette semi-plénière consacrée au thème de jeunesse et économie sociale et solidaire et ESS. Donc pour ces journées de Lyon centrées sur le travail de l'ESS, nous avons souhaité en fait consacrer un temps collectif de réflexion autour du rapport des jeunes au travail et à l'engagement dans l'économie sociale et solidaire. Juste pour introduire, commençons par une photographie rapide et partielle de l'emploi des jeunes dans l'économie sociale et solidaire à partir de données assez vieilles de 2013 qui avait été établi par le Conseil national de la CRES. Donc il y a maintenant plus de 10 ans, on avait 8,6% de l'ensemble des salariés de moins de 30 ans qui travaillaient dans l'économie sociale et solidaire. Ils représentent moins de 20% des salariés de l'ESS. C'est plus que dans le secteur public, mais c'est bien moins que dans le secteur privé hors ESS. Globalement, les salariés de moins de 30 ans occupent moins de contrats en CDI dans l'ESS que dans le privé hors ESS. Cela dit, dans l'ESS comme dans le reste du privé, les jeunes salariés sont surreprésentés dans des contrats plus précaires, CDD, etc. De fait, quand on penche dans l'enquête qui avait été faite, quand on s'intéresse du volet sur le discours et les représentations des employeurs, on a 14% des employeurs qui se déclarent inquiets par rapport à l'emploi des jeunes dans leur structure, avec des raisons de difficultés de modèle économique, difficultés à embaucher, turnover important des jeunes salariés. Plus précisément encore, il y aurait, d'après le rapport, et sur la base d'enquête auprès des employeurs, il y aurait une relation entre des valeurs et un modèle socio-économique d'entreprise qui ne se fait pas. En effet, toujours selon ces employeurs, les jeunes semblent aujourd'hui plus attentifs aux valeurs, aux principes de l'ESS en général, mais ne font pas forcément et toujours le lien avec les entreprises et les organisations de l'ESS. Donc toutes ces questions nous semblent cruciales et le sont cruciales aujourd'hui en 2025 pour un certain nombre d'organisations employeuses de l'ESS. Et force est de constater cette question-là est assez absente des travaux universitaires. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu on a choisi d'instruire cette question et ce paradoxe apparent en nous plaçant aujourd'hui non pas forcément du côté des employeurs ou des représentations des employeurs, mais en essayant d'interroger la catégorie de la jeunesse et des représentations dont elles font l'objet dans le champ de l'ESS. Donc, quelles connaissances, expériences de l'économie sociale et solidaire ont les jeunes ? Que projettent-ils au sujet des organisations de l'économie sociale et solidaire ? Travailler dans l'ESS, qu'est-ce que cela veut dire quand on est jeune ? Concrètement, les personnes jeunes ont-ils un rapport particulier au travail dans l'économie sociale et solidaire et l'engagement ? Il est souvent question de sens au travail, parfois d'érosion du sens, comme on en a parlé hier. Mais est-ce que c'est pertinent finalement de poser la question plus fondamentalement, la catégorie de la jeunesse est-elle une catégorie pertinente pour appréhender ces questions-là ? Donc nous allons essayer dans ce temps assez bref de réfléchir à ces questions et sur la base de plusieurs personnes qui vont apporter leur expérience, leurs connaissances, leurs réflexions. Et donc, Florian Barès, qui est doctorant en sociologie, qui est coordinateur sciences et sociétés à l'université rurale Quercy-Reg,
qui est chargé de coordination de recherche-action à l'université rurale Quercy-Roeg et ancien chef de projet éducation et formation à l'ESS, à la CRES Nouvelle-Aquitaine. Laura Fredfond, qui est enseignante d'histoire-géographie et de MC au lycée Albert Camus de Rieux-la-Pape et qui a participé à l'élaboration et la conduite d'un projet transdisciplinaire pour fédérer des classes de STMG autour de la thématique du lien social et de l'économie sociale et solidaire. Élodie Rowe, qui est sociologue à Paris 8 et qui coordonne le réseau, la coopérative de jeunesse à Paris 8 et le réseau des coopératives de jeunesse à Paris 8 et qui mène depuis 2018 une recherche-action autour de projets d'entrepreneuriat coopératif autogérés. Et enfin, Léa Lima, professeure de sociologie au CNAM, membre du LISE, qui est spécialiste des questions de citoyenneté sociale des jeunes et des politiques sociales de la jeunesse. Donc, à partir, on va... première question que je vais poser tout de suite à Léa. Est-il pertinent de considérer spécifiquement l'engagement au travail sous le prisme de la jeunesse? Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup pour cette invitation à venir parler d'un sujet que je traite de moins en moins. Donc, voilà, c'est des réflexions qui méritent peut-être d'être aussi actualisées dans la discussion. Alors j'étais intéressée par l'intitulé finalement de cette semi-plénière qui pour moi est assez révélatrice d'un certain prisme qu'on pose sur l'activité des jeunes et le travail des jeunes, en rapprochant jeunes, travail, engagement et a fortiori dans l'ESS, on a un peu le combo gagnant du sens commun finalement sur des réflexions qu'on peut avoir sur le travail des jeunes, l'emploi et le travail des jeunes, avec souvent quand même un discours assez pessimiste. Et si on prend les deux termes séparément, jeunesse et travail d'un côté et puis jeunesse et engagement de l'autre, on a un peu les deux mamelles des politiques de jeunesse. D'un côté, la question de la participation économique et de l'autre, la question de la participation civique, de la citoyenneté, avec toujours un prisme de la question de la socialisation finalement, que ce soit la socialisation au travail ou bien l'éducation à la citoyenneté. C'est ça un peu le socle des politiques de jeunesse. Alors dans l'ESS plus spécifiquement, on a plutôt tendance à rapprocher les deux termes travail et engagement, et tout particulièrement lorsqu'on parle des jeunes. Et on est amené à ne pouvoir penser le travail dans l'ESS autrement que engagé et en mélangeant les deux registres travail et engagement, avec d'ailleurs un double sens du terme engagement, parce qu'engagement, ça peut vouloir dire le don de soi, qu'est-ce qu'on met de soi finalement dans le travail, de sa subjectivité. Ça peut aller jusqu'à une notion un peu sacrificielle du travail dans l'ESS. Et puis l'autre signification du travail engagé, c'est un travail au service de valeurs, et là l'ESS serait finalement l'espace le plus approprié pour travailler avec du sens au travail. Alors je vais mon propos se fera en trois temps. Tout d'abord, je me questionne sur le fait de parler de rapport au travail des jeunes. Pour moi, c'est une notion qui me paraît peut-être moins intéressante
que de parler de rapport d'âge dans l'emploi et le travail, et je vais m'expliquer là-dessus. Le deuxième point, ça sera de souligner le fait que ces rapports d'âge dans l'emploi et le travail sont institutionnalisés. Parler en termes de rapport d'âge, c'est dépasser le niveau d'analyse de l'intersubjectivité, en soulignant le fait que ces rapports d'âge, ils articulent une catégorie d'âge, des statuts d'activité et puis, en l'occurrence, un secteur. Et troisième point, je vais m'intéresser à la manière dont la question des valeurs dans le travail est reçue par différentes catégories de jeunes et nouveaux entrants dans l'ESS, en confrontant des résultats de différentes enquêtes. Alors, tout d'abord, c'est vrai que moi, dans mes travaux, je ne pose pas vraiment la question en termes de rapport au travail des jeunes, mais plutôt la question des rapports d'âge au travail et dans l'emploi. Parce que quand on parle de rapport au travail, c'est un peu se situer dans le registre des valeurs, des idées. Et d'une certaine manière, dans les enquêtes qui sont un peu des sondages d'opinion, le travail est pris comme une chose abstraite et le rapport au travail comme quelque chose de générique. Et pour moi, ça relève, en exagérant un peu, en caricaturant, un peu d'une forme d'imposition de problématique. Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que ça représente pour vous le travail, est-ce que c'est important pour vous le travail ? Alors, on peut aussi prendre au sérieux cette question, et quand on regarde dans les enquêtes, on voit que de ce point de vue, il n'y a pas vraiment de spécificité des nouvelles générations, il n'y a pas de différence intergénérationnelle vraiment marquée. Toutes les enquêtes, notamment, et le traitement de ces enquêtes, par exemple par Dominique Méda sur les valeurs européennes, les valeurs des Européens, montrent qu'en France comme ailleurs, que le travail reste quelque chose de très important, et que s'il y a une forme de pluralité des normes, et notamment des valeurs un peu polycentriques, avec par exemple le rôle, le poids de la famille aussi dans ces valeurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les générations. Il n'y a pas vraiment de spécificité des jeunes. Inversement, on peut dire que du point de vue du rapport au travail, ça aussi toutes les enquêtes le montrent, comme dans toutes les dimensions de la vie, il n'y a pas une jeunesse mais des jeunesses, et il y a plus de différences intragénérationnelles qu'intergénérationnelles. Et notamment, de ce point de vue-là, le niveau de diplôme est très clivant, notamment entre les bacs et moins, et puis les diplômés de l'enseignement supérieur. Plus les jeunes actifs sont diplômés, plus on monte dans les CSP, et en haut de l'échelle, et plus les jeunes expriment un rapport positif au travail, un haut niveau de satisfaction sur leur situation professionnelle, leur rémunération, leur responsabilité, le sens et l'utilité de leurs activités. Tous les voyants sont au vert, et plus ils déclarent accorder une place importante au travail dans leur vie. Donc finalement, on voit que le rapport au travail, c'est aussi le reflet des conditions de travail, d'un contenu du travail, et donc c'est en rapport avec une expérience du travail et de l'emploi particulière. Donc le rapport au travail, c'est ce que je trouve ou pas dans un travail concret, et plus précisément encore dans un emploi particulier, c'est-à-dire une activité qui est valorisée sur le marché, dans des conditions de travail et d'emploi particulières, des conditions de travail et d'emploi qui me sont faites en général. Donc c'est là où j'en arrive à la question de passer de la question du rapport au travail des jeunes à celui des rapports d'âge dans le travail et l'emploi, puisque ces conditions de travail, ces conditions d'emploi, elles sont le produit d'une construction, elles me sont faites par des acteurs de l'emploi, des employeurs, des intermédiaires, qui entretiennent un certain rapport à cette catégorie sociale que sont les jeunes. Et ces rapports d'âge dans le travail et l'emploi, c'est mon second point, ils sont institutionnalisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propres à chaque relation d'emploi singulière qui implique un jeune et un employeur,
mais elles font l'objet de normes, de règles, de représentations collectives. Et dans cette institutionnalisation, bien, l'État et les partenaires sociaux, d'ailleurs, sont des acteurs essentiels. Donc, il faut sortir aussi d'une lecture un peu individualisante et essentialisante de ces rapports d'âge dans le travail et l'emploi. Ces acteurs institutionnels, ils sont particulièrement structurants du travail et de l'emploi dans le monde associatif. Alors, je parle plus du monde associatif que de l'ESS. Voilà, bon, on sait que les frontières de l'ESS, ce qu'on met dedans, ça peut être assez flou. D'ailleurs, nos enquêtes montrent que c'est flou même pour les gens qui travaillent dedans. Mais donc moi, je me centre plutôt sur le monde associatif parce que il a été particulièrement, déjà c'est le plus développé, et aussi parce qu'il a été particulièrement la cible en fait de politique de l'emploi et du travail des jeunes. Et donc il est vraiment associé à ces politiques de jeunesse. Et donc, ces institutions, elles ont été particulièrement structurantes du travail et de l'emploi dans le monde associatif. Ce monde associatif ayant été partie prenante, finalement, de ce compromis, d'un compromis d'âge, on va dire, ces 50 dernières années. Ce compromis, c'est fonctionner, pour le monde associatif, c'est fonctionner et survivre grâce à une main-d'œuvre juvénile subventionnée, au double motif d'œuvrer à former le futur travailleur et à éduquer le citoyen. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment une spécificité du secteur associatif ou du monde associatif par rapport au secteur marchand, qui a aussi beaucoup utilisé les politiques de l'emploi, les contrats aidés, mais sans cette dimension, on va dire, missionnaire, qui est d'éduquer le citoyen, le futur citoyen. Dans le secteur marchand, on s'en tient à une fonction strictement économique et productive. Et donc, c'est au fur et à mesure de ces politiques de l'emploi, l'emploi aidé ou le travail aidé de jeunesse est devenu une composante structurelle des associations, et inversement, l'emploi aidé, et notamment dans les associations, est devenu une composante structurelle de l'emploi des jeunes. Et donc on a une dynamique dans le monde associatif qui repose structurellement sur l'emploi aidé. D'ailleurs, quand l'État arrête de subventionner l'emploi, celui-ci stagne. Et puis la part des jeunes baisse aussi dans cet emploi associatif. Et puis inversement, on peut noter que 32% des jeunes en emploi le sont sous contrat aidé. Alors, il y en a 28% qui sont en apprentissage. Là aussi, l'ESS est aussi assez gourmand en termes d'apprentissage. Et puis, aujourd'hui, il y a eu une baisse très marquée du nombre de contrats aidés non marchands, mais qui a été partiellement compensée par le service civique, qui n'est pas un contrat aidé. Je vais y revenir. Mais donc, on a quand même toujours un volant, finalement, de main-d'œuvre subventionnée dans l'association. Et ça s'est construit historiquement. Je ne vais pas revenir sur les 50 ans de politique d'insertion des jeunes qui a largement irrigué le monde associatif, depuis les TUC en 84, les contrats emploi solidarité, les emplois jeunes, et puis aujourd'hui le service civique. Et donc par là, on voit que le jeune âge se trouve régulièrement associé à l'emploi dans l'ESS, à donc un travail notoirement d'utilité sociale, mais aussi à des conditions d'emploi précaires, des caractéristiques de ces jeunes qui peuvent être associées à des difficultés sociales et professionnelles, et puis des positions relativement subalternes.
Et de ce point de vue-là, le service civique, il occupe une place particulière dans cette dialectique entre travail, engagement, travail gratuit, puisque pour la première fois, on a du travail d'utilité sociale qui n'est pas reconnu comme de l'emploi, ou même de la préparation à l'emploi, comme ça pouvait être le cas avec les TUC où les jeunes étaient en stage, puisque le service civique ne relève pas du Code du travail, mais du Code du service national. Et donc, c'est comme si le service civique était une opportunité dont on gratifiait le jeune pour pouvoir servir les valeurs de la République et pour pouvoir s'engager. Et là, je reprends les termes de la loi. Donc, on a un peu cette association entre travail dans l'ESS et engagement, travail engagé. Et donc, on peut se demander, pour finir, comment les jeunes reçoivent finalement ce discours, cette rhétorique. Alors là, voilà, en se basant sur différentes enquêtes, on voit déjà que il faut vraiment avoir une lecture un peu plus complexe finalement, et déconstruire un peu cette catégorie de jeunes, et notamment en réintroduisant la question du genre. Alors, je ne veux pas faire concurrence à l'autre semi-plénière, mais enfin, c'est quand même une variable absolument essentielle pour comprendre ce qui se joue dans le travail dans l'ESS. Alors, on peut d'un côté se référer aux travaux de mes collègues Florence Iadaden et puis Laura Lopez-Puyol, qui ont fait une enquête auprès des jeunes en service civique à la Ligue de l'enseignement. Ils montrent bien que la rhétorique de l'engagement, elle est beaucoup plus reprise par les jeunes femmes en service civique que par les jeunes hommes. Et d'ailleurs, qu'elles ne font pas le même type de service civique que les hommes. Ces femmes volontaires, qui sont majoritaires, elles partagent une appropriation par la société de leur travail au nom du care, au nom de l'utilité sociale. Elles vont plus s'orienter vers la prise en charge des publics fragiles que les hommes. Et elles donnent pas le même sens finalement à ce service civique. Pour ces jeunes femmes, c'est plus souvent un stage, vu comme un stage, ou un SAS avant l'emploi, que pour les hommes, pour qui finalement le service civique apparaît plus comme un petit boulot, et donc aussi avec cette dimension de l'engagement qui est peut-être moins présente. Et enfin, une autre enquête qu'on a faite avec Émilie et puis Diane Rodet, qui concerne plutôt l'entrée sur les emplois de cadres. Donc on a fait une enquête qui se focalise sur les nouveaux entrants, ou les futurs entrants dans l'ESS, donc les sortants de formation de ESS, qui ne sont pas forcément tout jeunes en âge, mais qui sont en tout cas des nouveaux entrants. Et là, on a fait une enquête pour comprendre un peu leur représentation du marché du travail, de l'emploi dans l'ESS. Et ce qu'on a pu noter, c'est que mettre de l'engagement moral ou politique dans son travail, c'est quelque chose qui motive beaucoup le choix dans l'ESS pour les enquêtés sortant de formation de l'ESS. Voilà, c'est ce qu'on peut communément appeler la recherche de sens dans le travail. Que l'entrée en formation dans l'ESS, elle est souvent motivée par une adhésion à un domaine d'activité, une éthique du produit,
du service ou de la mission en rapport avec l'environnement, l'alimentation, la réduction des inégalités économiques et sociales, mais également par l'intérêt pour les principes démocratiques qui pourraient être mis en œuvre ou recherchés dans ces organisations. Et que c'est un choix qui est assumé malgré des anticipations qui sont assez justes, des conditions de travail et d'emploi relativement peu favorables, et une anticipation du déclassement qui les attend, surtout pour les sortantes de niveau master, et qu'on peut retrouver une rhétorique un peu sacrificielle qui échange engagement, ou travail engagé, travail riche de sens contre salaire, et ce notamment chez les plus jeunes et de niveau licence. Par exemple, on a Kenza qui a 22 ans, qui est sortante de licence pro et qui dit qui aurait pu faire de la communication dans le secteur marchand, qui dit bon, un poste de communication, ça va être beaucoup mieux payé que dans une association. Après, les missions ne sont pas les mêmes, mais en association, on est engagé. On fait ça pour le côté engagé. En entreprise, on se bat pour le chiffre d'affaires et le business. Et donc, il y a cet aspect-là. Et il y a aussi, chez des jeunes femmes de niveau de formation plus élevé, c'est moins l'engagement ou le sens au travail qui vient justifier finalement un sacrifice sur le salaire et puis justifier l'acceptation du déclassement, que l'adhésion à des principes de justice alternatifs à l'idéologie méritocratique. C'est ça qui leur permet de tenir. Sur la question, par exemple, de la limitation des écarts de salaire, et puis aussi plutôt une logique de besoin, dans le sens où certaines semblent faire sienne la maxime marxiste à chacun selon ce besoin, et là entre à nouveau en ligne de compte un effet d'âge ou un effet de jeunesse, puisque selon le moment dans le cycle de vie, on a des besoins peut-être différents, et donc elles acceptent à l'entrée dans la vie active ce déclassement, et elles acceptent de rogner sur leurs prétentions salariales au motif qu'elles ont moins de besoins, et elles s'apprêtent peut-être à réajuster leurs attentes en évoluant et en fonction de leur situation sociale, familiale, future. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, je ne sais pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, je suis curieuse d'écouter les autres intervenantes et intervenants. Et éventuellement, on fera un peu des échanges après. Merci beaucoup. Maintenant, je voulais... Laura, Élodie, Florian, en fait, vous avez en commun d'avoir mis en place, expérimenté des dispositifs publics au lycée, à l'université, dans une université rurale, des dispositifs de nature différente qui ont pour but, en fait, alors qui ont des buts différents, mais qui s'inscrivent quand même dans le projet de faire connaître le champ de l'économie sociale et solidaire, alors après lequel, en fait, et comment il est perçu, justement, c'est une question, comme un monde de travail. Et donc, en fait, à partir... les questions tour à tour que je voudrais vous poser, c'est de peut-être, évidemment, de décrire, en fait, ces différents dispositifs et qu'est-ce que cette expérience-là vous a permis qu'est-ce que ça vous renseigne sur un rapport au travail de la jeunesse au monde associatif, à l'ESS, aux valeurs de l'ESS, aux pratiques de l'ESS. Voilà. Et après, peut-être qu'on fera un dernier tour pour essayer pour discuter tous ensemble de ces expériences. Donc, on commence, Laura, par le lycée. Oui. Ouais. Bonjour à tous. Merci à toutes les deux pour ces interventions. Alors, moi, je vais vous partager un petit peu le travail de toute cette année que j'ai mené avec une de mes collègues d'économie-gestion.
Pour un petit peu plus de contexte, donc on a imaginé un projet interdisciplinaire et en même temps d'orientation dans un lycée de banlieue lyonnaise à Rieux-la-Pape pour une filière d'élèves donc en sciences et techniques du management et de la gestion, souvent intitulée STMG, avec un public qui à Rieux est de moins en moins mixte. On parlait des CSP tout à l'heure qui sont très bas, parmi les plus bas de l'académie. Et une filière aussi qui souffre d'une faible valorisation à l'échelle de l'établissement. Le projet, il était pour ma part de traiter le thème d'éducation morale et civique qui s'appelle modestement donc le lien social, en donnant du sens à ces élèves et en les ouvrant à une autre facette des études universitaires et au monde professionnel en général. Donc avec ma collègue, on a élaboré ce projet pour tenter d'évaluer les rapports de nos élèves à l'ESS et surtout leur capacité à évoluer. Alors en quelques mots, l'idée et le projet a consisté à apporter aux élèves des éclairages didactiques, donc des notions, des témoignages d'acteurs sous différentes formes, coopératives par exemple, associations, et également de leur proposer une semaine de stage dans une entreprise de l'ESS. Le but final, c'était de les accompagner dans l'élaboration de leur propre projet ESS en mettant en pratique tous les principes connus et acquis durant l'année, par exemple la gestion démocratique. Alors, ce qui apparaît donc du rapport au travail et à l'ESS de ces élèves, c'est qu'il y a un grand manque de connaissances du domaine de l'ESS, au-delà du seul principe de solidarité pour lequel ils sont parfois souvent plus coutumiers. L'idée même de s'accomplir professionnellement dans un emploi qui a une utilité sociale directe est très abstraite pour des élèves qui ont 16 ans, à peu près 16-17 ans. De plus, et c'est très important, le thème est quasiment absent des programmes scolaires, particulièrement au collège, contrairement à de nombreuses notions dont nous réutilisons au lycée tous les acquis. En fait, c'est une progression spiralaire, on ne cesse de réapprofondir des notions déjà vues. À l'exception des collègues d'économie-gestion ou de SES en seconde, le thème n'est pas traité. Il est d'ailleurs, pour le programme de SC, laissé à la libre appréciation de l'enseignant. Autrement dit, tout est à construire. Plus généralement, les élèves sont, on peut le dire à cet âge, obnubilés par le salaire, avec des représentations et des références de base qui sont très différentes en fonction des élèves, des approximations parfois. Et justement, Léa, tu parlais du réajustement. À cet âge-là, ils ne sont pas prêts à l'entendre parce qu'ils manquent de références. C'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre en place le stage, pour leur donner un cadre professionnel qui soit un peu plus concret. Et tu parlais également du don de soi. Alors on s'est heurté à un problème qu'on n'avait pas imaginé, c'est que l'ESS, elle peut être très violente, puisque finalement cette image très connue de solidarité, elle renvoie parfois à des situations intimes pour les élèves, très proches de leur quotidien, dont ils cherchent plutôt à s'émanciper. Donc il y a aussi une logique de rejet qui peut apparaître chez certains élèves, et donc c'est aussi pour ça qu'on cherche à travailler sur d'autres principes, à mon sens aussi plus intéressants et plus porteurs, comme celui donc de la gestion démocratique. C'est enfin un domaine qui leur inspire donc peu d'ambition. Leur contact avec l'ESS, en fait, il a pu se faire par des dispositifs qu'ils fréquentent ponctuellement, à l'image des MJC ou des dispositifs d'aide aux devoirs, mais ils ne sont pas du tout familiarisés avec l'idée d'entreprise, de statut de cadre dont on parlait tout à l'heure, ou plus largement d'ambition professionnelle. La représentation du monde du travail est donc à faire évoluer pour ces élèves-là. Et ce qui est parfois difficile, c'est de mener un petit peu ce projet. C'est un travail un peu titanesque. Et c'est parfois compliqué d'aller à l'encontre de représentations qui sont véhiculées par les cours et par l'école en général. Voilà. Je ne sais pas si on parle maintenant de comment on peut améliorer la connaissance. Peut-être après, il y avait une dimension géographique aussi, tu disais, dans la perception. Oui, il y a une dimension géographique parce que souvent, ils sont cantonnés à une échelle très locale, celle de l'établissement.
Et donc, par exemple, je lisais tout à l'heure les voyages d'études faits par les étudiants. C'est quelque chose qui leur est complètement abstrait. Et puis, il faut dire que tous les programmes scolaires, par exemple en géographie, se concentrent sur les grandes entreprises, la mondialisation, l'hyperproductivité. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont complètement séparé dès le départ. Et donc, c'est très difficile de le construire ou de le ramener à eux. Voilà. Merci beaucoup. Élodie, on va un peu plus tard à l'université. Oui, alors on va à l'université après. Donc nous, on a développé un dispositif de coopérative d'étudiants autogérés. Juste avant d'en parler, pour rebondir un peu sur les derniers propos, dans le cadre de... Donc c'est un dispositif général de pré-professionnalisation par l'entrepreneuriat coopératif. Voilà. C'est un peu l'idée, parce que moi, je suis chercheuse, mais dans un service opérationnel de l'université, qui est le service d'orientation et d'insertion des jeunes. Donc la question, elle est comment, en tout cas la mission du service, c'est comment les aider à réfléchir à leur insertion professionnelle, à leur envie. Voilà. Et dans ce cadre-là, je vais parler tout de suite après de la coopérative, mais on a un dispositif en fait autour de la création de projets collectifs, etc. Et dans ce cadre, j'ai fait des vacations d'enseignement en première année d'AES, dont un certain nombre d'étudiants sont des anciens lycéens de STMG. Et on a fait des visites de structures d'économie sociale et solidaire. Et puis on a discuté aussi, on a fait des interviews métiers, etc. Et là, en fait, eux... pas sur la question du déclassement, mais plutôt sur la question de l'assignation. Un certain nombre de ces jeunes, en fait, la perspective de travailler dans un quartier populaire, dans des structures, en tout cas perçues par eux comme essentiellement des structures d'aide sociale, ou d'animation, en fait, ils avaient aussi un peu cette impression-là d'être assignés finalement à leur quartier, à un espace, à un certain nombre en fait de thématiques et d'activités. Et voilà, parfois il y a un discours pas naïf des acteurs de l'ESS, mais il y a un peu quelque chose, on en parlait hier, sur le fait que c'est obligatoirement des emplois désirables, tu l'as dit aussi un petit peu, et en fait parfois on se pose pas la question du fait que pour certains jeunes c'est pas forcément désirable, parce que c'est aussi vécu comme des assignations, et bon, ça répond un peu sur la question des leviers, mais déjà de partir un petit peu de ce qu'ils veulent aussi, de comment ils se projettent, ça permet aussi peut-être d'ouvrir, et y compris aussi sur les postes sur lesquels on les met, voilà. Donc c'était un peu c'était la suite des lycéens de Lorrain quand ils arrivent à l'université. Et puis après, on a développé donc depuis 2018, je vais parler essentiellement de ce que je fais à Paris 8. On a un réseau de 6 coopératives d'étudiants et d'étudiantes qui sont, alors je dis d'étudiantes, que c'est pas des coopératives d'étudiantes, que à chaque fois elles ont été initiées par l'institution universitaire, que ce soit par les formations ou dans le cas de Paris 8 par un service commun d'insertion. Voilà, d'où le fait que c'est d'étudiants et pas étudiantes, c'était pour être clair sur l'impulsion en fait, voilà, et c'est pas complètement neutre dans la manière dont c'est pensé. Donc 6 universités, Poitiers, Paul Valéry Montpellier 3, Gustave Eiffel Marne-la-Vallée, Université de Haute-Alsace Campus Mulhouse, Sciences Po Bordeaux et Paris 8, je crois que j'ai oublié personne. Dans les autres universités, c'est beaucoup en fait lié à des masters d'économie sociale et solidaire, comme des espaces en fait d'innovation pédagogique, et pour vivre l'organisation coopérative, démocratique, sociocratique. Voilà. À Paris 8, c'est dans le cadre du service donc d'insertion professionnelle des étudiants. C'est pas lié à une formation, donc ça s'adresse à tous les étudiants. Donc les étudiants qui viennent pas forcément sur le ressort de l'ESS ou de l'envie de travailler, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est que l'ESS. Voilà. Donc c'est pas du tout un des premiers leviers. Donc étudiants, toute formation, toute année de formation, et c'est pas dans le cadre de leur formation, c'est-à-dire ils ne sont pas évalués
on a négocié en dévoyant, en tout cas en utilisant le statut national d'étudiant entrepreneur et en y mettant un petit peu autre chose de ce qui est prévu pour ce statut de manière globale. C'est la manière dont tu l'utilises, c'est aussi prévu, mais voilà, on l'a utilisé d'une manière un peu dans les marges de ce que permet ce statut, qui fait que les étudiants qui participent à la coopérative peuvent le substituer à leur stage obligatoire, notamment parce que on a essentiellement des étudiants 1 par 8 qui travaillent à côté de leurs études, donc beaucoup ont des jobs étudiants, etc. Plus ils travaillent, plus parfois ils ont des charges de famille. Voilà. Donc en fait, de dégager ce temps pour travailler sur ce projet, ça nous paraissait essentiel. Et on l'a fait à leur demande suite à la première édition, parce que c'était dans le bilan, c'était la demande express des étudiants de pouvoir avoir ce temps, en fait. Voilà. Donc ils le substituent au stage, donc ils ne sont pas évalués. On embauche 2 personnes qui sont chargées de les accompagner dans l'appropriation en fait de la coopérative, mais qui sont pas des enseignants, avec l'idée plutôt d'être dans du compagnonnage. Et les étudiants ne sont pas du coup des étudiants, ils deviennent des coopérateurs, coopératrices qui autogèrent leur coopérative pendant 3 mois et demi. C'est les seuls membres du conseil d'administration, ils prennent les décisions. Ils décident des activités qu'ils souhaitent réaliser ou non. Quand l'université leur propose des activités de l'extérieur, puisque maintenant, comme voilà, ça existe depuis 2018, donc de temps en temps, il y a des gens qui viennent nous proposer des missions. Et ils ont le droit de les accepter ou non. En fait, voilà, c'est leur choix. Ça dépend des années. Il y a des années, ils ont accepté, d'autres années, ils n'ont pas accepté. Donc c'est un peu comme ils veulent. Et puis, à la fin, ils décident de la répartition du chiffre d'affaires, du maigre chiffre d'affaires, voilà. Parce que évidemment, entre 1 mois et demi, et ça on leur dit dès le départ, ils ne vont jamais en fait pouvoir se rémunérer, même à la hauteur de la faible rémunération d'un stage. Ils sont entre 15 et 20 étudiants, donc c'est voilà. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup de travail et d'engagement pour une rémunération symbolique. Mais qui est symbolique dans les 2 sens, c'est-à-dire symbolique parce qu'elle est vraiment pas haute, et symbolique parce que c'est toujours l'objet du conflit. Tous les ans, il y a un conflit, c'est sur la répartition du chiffre d'affaires. Parce que finalement, ça oblige à se poser la question de qu'est-ce qu'on valorise pas, qu'est-ce que ça veut dire participer à la production, participer à ce chiffre d'affaires, comment les constituer, est-ce que c'est juste des productions visibles, est-ce que c'est aussi un autre type de travail, enfin bref. Voilà, donc ils se posent des questions là-dessus tous les ans. Je sais plus ce que j'avais noté. Les étudiants, ils viennent pour plusieurs raisons. Alors il y a à peu près le même nombre d'hommes et de femmes. Voilà, toujours un peu plus de femmes, mais c'est à peu près équilibré. La particularité, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Paris 8, c'est l'université française où il y a le plus d'étudiants étrangers, c'est 26% des étudiants, mais dans la COP, c'est plutôt 60 à 70% d'étudiants étrangers. Voilà. Donc il y en a quand même un certain nombre qui viennent finalement aussi, alors pour connaître la législation française, notamment en matière de création d'entreprise, mais aussi pour se recréer des réseaux en fait sur des étudiants qui viennent parfois seuls, qui habitent, ils n'ont pas forcément de famille en Île-de-France, donc il y en a un certain nombre qui habitent seuls dans des résidences ou dans des appartements, voilà, et qui viennent se reconstituer un réseau. Un certain nombre d'étudiants aussi dans les universités, il y a un grand développement des pédagogies par projet, donc qui viennent parce qu'ils font beaucoup de projets, mais à un moment donné ils veulent juste aller au bout du projet, voilà. Des étudiants aussi qui nous disent que ils ont fait pas mal de stages, etc., mais qu'à un moment donné ils ont envie aussi de savoir quelles sont leurs propres compétences à eux, quels sont leurs savoirs, en fait, de partir des choses qu'ils font eux-mêmes, en fait, de voilà, savoir un peu où ils en sont. Ça, c'est un peu les motivations. Et puis aussi l'envie d'entreprendre. Donc, ils autogèrent cette coopérative qui est hébergée administrativement par la coopérative d'activité d'emploi Copanam, donc dans lequel ils développent un certain nombre d'activités. Voilà, donc je dis, ils décident de tout. Donc la question aussi qu'on avait, c'était avec cette multiplication
des espaces, des dispositifs de professionnalisation au sein des universités, c'est toujours là aussi vu comme un tremplin vers l'emploi, comme une ouverture de l'université au vrai monde, voilà, enfin bref, tout un tas de trucs comme ça. Bref, pardon. Mais en fait, notamment Vanessa Pinto, elle l'a montré. Enfin voilà, elle continue à travailler sur ces questions-là. On voit bien aussi, elle montre bien comment en fait ces expériences de travail, c'est aussi pour un certain nombre d'étudiants, notamment les étudiants, on va dire issus des milieux les plus populaires. Ne sont pas des effets de levier ou d'émancipation dans leur parcours, mais au contraire plutôt on font des effets d'aliénation où un certain nombre d'étudiants à diplôme égal en fait vont pas aller travailler sur des postes à responsabilité, mais au contraire en fait vont aller chercher des emplois subordonnés. Alors qu'ils ont en théorie des diplômes qui leur permettraient d'être plutôt sur des postes de cadre justement. Et donc ça nous semblait intéressant son propos parce que je vous l'ai dit, c'est quand même beaucoup le cas des étudiants de Paris 8. Donc ça nous intéressait. Et puis il y avait une autre chose sur le développement aussi de l'entrepreneuriat au sein de l'université. Et là, notamment, je vous renvoie aux travaux d'Olivia Chambard qui a montré aussi comment finalement c'était pour dire les choses très rapidement, voilà. Vanessa Pinto et Olivia Chambard disent des choses beaucoup plus subtiles que ce que je vous dis là, mais je résume pour la table ronde, qui explique comment l'entrepreneuriat étudiant, c'est un vrai cheval de Troie en fait de la libéralisation de l'enseignement supérieur et de la recherche sur un modèle libéral calqué sur les entreprises privées. Et donc, voilà, l'université Paris 8, comme d'autres universités, elle a cette assignation aussi à la fois à maintenant insérer les étudiants, mais aussi les ouvrir au monde économique et aussi voilà, à favoriser l'entrepreneuriat étudiant. Et donc nous on a décidé d'utiliser ces deux leviers pour pas les dévoyer, mais en tout cas en faire un petit peu d'autres choses, en faire des espaces voilà, autogérés par les étudiants où ils décident voilà, et puis en faire aussi des espaces pour questionner en fait ce monde de l'entrepreneuriat qui pour beaucoup d'étudiants, et il y en a plein qui rentrent par là, ont envie d'entreprendre, etc. Pour plein de raisons, parce qu'ils en ont envie. Je dis, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, donc ils ont un autre rapport au travail, notamment dans des pays où l'emploi salarié n'est pas du tout le modèle dominant. Donc ça leur paraît beaucoup plus logique en fait de créer leur propre activité et puis aussi parce qu'il y a un univers du travail qui leur paraît un petit peu parfois bouché et du coup ça paraît plus simple pour eux en fait de créer leur propre emploi. Ça je vous renvoie à toute la littérature sur l'emploi, sur l'entrepreneuriat populaire, la création de l'auto-emploi, etc. Mais il y a aussi un peu ce désir-là. Donc l'idée c'est de recevoir un peu ça et d'essayer de les amener à y réfléchir. Voilà. Bref. Donc les résultats, c'est juste que personne n'entreprend. Ceux qui veulent faire des entreprises, parfois, donc une étudiante, elle faisait des ateliers d'écriture théâtrale avec des chômeurs et elle voulait en faire son métier. Et en fait, en regardant la littérature sur les salaires dans les CAE et sur ce que ça voulait dire en fait d'en faire une profession, de monétiser en fait cette activité, elle s'est dit que vraiment ça valait pas le coup et qu'il valait mieux qu'elle garde son emploi salarié et qu'elle le garde dans le champ de son engagement personnel, gratuit, bénévole, parce que c'est là que ça avait du sens pour elle. Un autre étudiant qui était venu avec l'idée de créer une entreprise de réparation d'ordinateurs pour financer ses études. Dans la coopérative, donc lui était étudiant informatique, il a rencontré une étudiante béninoise en sciences de l'éducation et une artiste plasticienne en reconversion brésilienne en master en traduction. Et en fait, à E3, ils ont créé une association de services gratuits aux étudiants de réparation des ordinateurs et de formation à l'auto-réparation, voilà, qui fonctionne aujourd'hui sur un modèle, là encore, complètement gratuit et associatif, en fait, finalement. Et puis, voilà, les étudiants ne créent pas d'entreprise, mais ils changent d'orientation. Il y en a un certain nombre qui vont en master ESS. Il y en a d'autres qui arrêtent leurs études pour voyager. Il y en a d'autres qui abordent différemment leurs études
études, en tout cas qui leur donnent un sens différent. Et tous ils disent ben voilà, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire, y compris à qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je voulais faire et qu'est-ce que là-dedans j'étais prêt à vendre en fait comme force de travail, mais aussi comme savoir, connaissance, compétences. Et du coup ils investissent un petit peu différemment leurs études. Merci beaucoup. Et du coup, on part de Paris et plutôt Vincennes et de Lyon et on arrive plus vers le sud-ouest et Tout à fait. et la question rurale. Tout à fait. Du coup, moi j'ai donc cette double casquette. Donc j'ai travaillé longtemps pour la CRES Nouvelle-Aquitaine où j'étais chef de projet éducation et aujourd'hui je travaille sur Quercy-Rouen. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est le Lot et l'Aveyron. Voilà. Du coup, je vais commencer par parler un peu de cette expérience d'abord à la CRES où j'ai aussi animé la délégation autour de l'éducation. Et ce qu'on retrouve les tensions proposées par Léa Lima, où on voit bien qu'il y a 3 logiques. Il y a les logiques sensibilisées à l'économie sociale et solidaire. En gros, dire l'ESS existe, ça veut dire ça, et il y a telle entreprise qui font partie de l'ESS. La tension qui est formée au métier de l'ESS. Donc là, on est dans la logique emploi, comment faire des jeunes, des futurs employés, des organisations de l'ESS. Et une question qui, moi, j'appelle éducation à l'ESS, qui veut dire que on est dans une logique de projet émancipateur. Et donc, quand on avait fait un travail là, de recensement au sein du réseau, et on s'apercevait bien qu'il y avait ces 3 logiques-là, mais qui n'étaient pas forcément définies telles quelles, et qui pouvaient créer des difficultés à les mettre de façon opérationnelle, parce qu'en gros, ce que les CRES voulaient faire, c'était de l'éducation à l'ESS, mais en gros, on était financé pour faire de la formation au métier de l'ESS et sur des logiques d'emploi. Donc ça a créé pas mal de tensions. Concrètement, qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Ça pouvait aller des interventions de 2 heures dans une classe de lycée, de collège, en mission locale, où on présentait des outils pédagogiques où on essayait déjà de définir ce qu'était une entreprise, parce que ce qui peut être rassurant ou pas, mais c'est que les jeunes ne connaissent pas mieux le fonctionnement d'une entreprise classique que ceux de l'ESS. Donc la première fois où j'ai essayé de faire de la sensibilisation à l'ESS, je me suis retrouvé un peu bête parce qu'en fait je me suis dit il manque une étape. Donc moi je sais pas si c'est rassurant ou pas, mais il y a une méconnaissance globale du monde de l'entreprise et de son fonctionnement. Ça c'était la première chose. Et ensuite, on peut aller jusqu'à ce que je fais aujourd'hui, c'est de mettre en place des projets de recherche partenariale à l'échelle locale sur 3 ans. Donc voilà, quand on parle on peut aller de 2 heures jusqu'à des projets de 3 ans. Cette difficulté, elle est aussi dans le financement de ces projets d'éducation à l'ESS, puisque même au sein du réseau des CRES, on était la seule délégation où il n'y avait pas de salariés de l'ESS France qui pilotait. On était en autogestion et c'était bien, on faisait un peu ce qu'on voulait, mais on n'avait pas de pognon. Donc ça pose aussi la question on parle beaucoup de ESS, jeunesse, tout ça. Tout le monde trouve que c'est génial, mais quand il s'agit d'en faire un enjeu stratégique, c'est un peu plus compliqué. Donc ça c'était pour reposer plus pour parler de mon expérience en tant que chargé de CRES. Quand on parle de ESS, travail des jeunesses et des ruralités, donc moi je vais pas dire que je parle de toutes les ruralités comme tu l'as très bien dit. Moi c'est vraiment les ruralités que je connais, c'est plutôt la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et le Limousin, puisque c'est là où j'ai travaillé. Donc désolé pour les gens qui viennent du nord de la France, je ne vous connais pas. Mais on retrouve trois dimensions, il me semble. On a l'ESS comme monde du travail, où dans des territoires ruraux, l'ESS emploie beaucoup. Donc, les jeunes vont aller travailler dans l'animation, vont travailler dans l'aide à la personne, dans l'action sociale, mais aussi, particularité dans le mode de la coopération agricole, donc soit comme salarié de CUMA, soit dans des coopératives de transformation, mais sans vraiment conscientiser le fait d'être dans une entreprise de statut particulier. Là, on va parler de COP, on va parler d'assaut, mais sans savoir pour de vrai qu'est-ce que ça représente. Deuxièmement, c'est l'ESS qui accompagne les jeunesses rurales au travail. C'est-à-dire que dans les mondes ruraux, il y a ces questions de mobilité, ces questions de logement, et du coup, souvent, ce qui se passe, notamment, nous, ce qu'on s'aperçoit là dans l'étude actuelle, c'est la question des apprentis. Des apprentis qui, à un moment donné, sont dans un lycée qui est à l'autre bout du département,
Donc ils ont besoin d'un logement là où ils viennent, un logement là où il y a le lycée, mais ils ont aussi besoin d'un logement là où ils sont apprentis. Donc ça pose pas mal de questions pour la capacité. Et donc là, il y a les Habitat Jeunes qui travaillent sur ces questions-là, notamment dans le Gers où ils travaillent sur des sortes de Airbnb en beaucoup plus travaillé pour mettre en relation des territoires, des personnes âgées ou des personnes qui ont de la place avec ces apprentis et qui font de la mise en relation. Dans les Deux-Sèvres où il y a une logique d'habitat jeune déconcentré pour permettre d'avoir de l'habitat dans les bourgs ruraux pour ces jeunes, pour pouvoir les amener sur les lieux de travail. Il y a tout le travail bien connu des missions locales aussi sur l'accompagnement. Et dans le monde agricole, il y a aussi tout le travail des groupements d'employeurs qui sont souvent, par exemple sur la coopérative que je connais le mieux, qui est la coopérative Jeunes Montagne, pour des connaisseurs, c'est eux qui font la LIGO, qui a déployé tout un groupement d'employeurs qui permet de faire entrer des jeunes issus du milieu agricole qui n'ont pas encore les moyens de s'installer, et du coup qui sont salariés, qui vont aller faire du remplacement dans les fermes pour permettre aux agriculteurs de prendre des vacances, en même temps de s'insérer dans le collectif global de la coopérative, se former au métier et de les accompagner petit à petit vers l'installation. Donc il y a aussi ces logiques-là, mais toujours sans vraiment conscientiser pour les jeunes qui sont dans ces logiques-là le fait d'appartenir aux logiques de ESS. Et ensuite, un troisième niveau qui sont où l'ESS est un projet territorial ou font partie du projet territorial. Il y a par exemple, maintenant ils sont plus très jeunes, mais quand ils sont arrivés sur le plateau des 1000 vaches, tout le collectif d'Ambiance Bois qui ont utilisé des outils issus de l'économie sociale pour vivre et travailler en milieu rural au travers d'une coopérative, qui au travers de ça ont lancé une dynamique qui attire des jeunes sur ce territoire-là, qui est au plateau de 1000 vaches, donc qui est un territoire rural qui ne ressemble plus à la démographie classique, ou qui est aujourd'hui un territoire qui rajeunit, parce qu'il y a toute cette dynamique coopérative. Moi, quand je travaillais à la Cresse Nouvelle-Aquitaine, c'était la commune de Font-la-Montagne, la plupart des salariés étaient employés de l'ESS. Donc là, l'ESS était au cœur du projet et était facilitateur d'installation des jeunes sur le territoire. On retrouve ces logiques sur mon territoire qui est l'Aveyron, où on a le territoire d'Arvieux, où de la même façon, des jeunes qui avaient monté des concerts, tout ça, qui voulaient rester au pays, ont cherché à développer une activité pour vivre là-dessus, qui crée une coopérative d'informatique, et autour de s'implantent sur le territoire, et à partir de cette coopérative, vont financer, développer des nouveaux projets pour aujourd'hui avoir un écosystème qui a un pôle territorial de coopération économique. Pareil, où là, la coopérative n'est pas un projet en soi, mais c'est un moyen de rester et de s'implanter sur le territoire. Il y a aussi nos amis les Ploucs, c'est comme ça qu'ils s'appellent, du côté de Rion-les-Landes, qui ont, autour d'un écolieu, qui ont développé toute une dynamique autour de l'ESS éducative. Ils ont cet écolieu, ils ont mis en place aussi des coopératives jeunesse de service. Ils développent aussi des outils d'éducation, des jeux de rôle, tout ça. Et où, pareil, l'enjeu, c'est utiliser l'ESS pour garder et transformer le territoire. Nous, on a aussi cette ambition-là actuellement sur l'Aveyron, où on essaye de développer autour du programme hors champ avec la Fondation RTE. On est en train de mener un diagnostic de territoire avec les jeunes pour faire émerger des solutions ESS. Où là, pareil, l'ambition, c'est d'utiliser les outils de ESS pour participer à la transformation du territoire. Mais pour l'instant, ce n'est pas la majorité des territoires. Mais ça existe. Voilà, j'ai oublié un truc, Elodie. Merci beaucoup. Je ne sais pas, avant de passer aux questions, dernière question, peut-être, voilà, je n'êtais pas obligée, mais en fait, à partir de ces constats, de ces difficultés et c'est aussi de ces expériences, en fait, quels seraient des leviers si on imagine des leviers pour améliorer peut-être la connaissance et l'expérience de travail des personnes jeunes en lien avec l'ESS. Je ne sais pas si vous avez le RAT, on a esquissé certaines dans le champ de l'éducation, mais aussi peut-être d'autres. Je vous en prie, si vous avez des...
Justement, à l'époque, on était dans le réseau des CRES, on se posait la question de comment on arrivait à créer un continuum, comment on arrivait à mettre en place des outils pour valoriser tous ces temps et cette expérience que les jeunes pouvaient avoir au sein des associations ou de ces expériences d'éducation à l'ESS pour pouvoir le valoriser plus tard. Ça, donc il y a peut-être un enjeu à créer une logique de continuum éducatif autour de l'ESS, de le valoriser et d'en faire un outil aussi stratégique pour les organisations de l'ESS, pour peut-être trouver des salariés qui comprennent ce que c'est que leur modèle spécifique. Il y a cette et une ambition aussi sur quel financement pour cette éducation à l'ESS, puisque là on est quand même sur des logiques de one-shot, où on va chercher que des petites sommes, et même les acteurs ESS sont plus dans des logiques de mécénat caritatif, plus que dans des logiques stratégiques, où on porte une ambition éducative pour les jeunes, avec une volonté d'émancipation et de transformation. Je sais pas si c'est clair. Ouais, nous, sur les leviers, peut-être se rapprocher aussi des jeunes, en fait, parce que parfois, notamment dans le champ de l'ESS, en fait, on va faire des politiques, enfin voilà, le disait Florian, en fait, pour pouvoir notamment... là, il y a une inquiétude du secteur sur le renouvellement des cadres, etc. Donc, il y a des besoins de main-d'œuvre du secteur, et ça, on comprend. Mais du coup, il y a un peu cette volonté un peu de former des gens, pour pas dire formater, en fait, aux besoins du secteur, qui, en fait, finalement, va les recruter parfois des gestionnaires, des comptables, etc., formés dans d'autres espaces que, par exemple, des formations dédiées, puisqu'en fait, il y a aussi besoin d'emploi, de métiers support, etc. Et parfois, ça se heurte un peu sur des aspirations de jeunes, en fait, sur la manière dont eux, ils voient les choses. Et parfois, c'est un peu en décalage sur la manière dont c'est aujourd'hui organisé, notamment sur les coopératives d'étudiants. On voit bien, enfin, ces expériences, en fait, là, on n'en a pas parlé, mais il y a toute la dimension, en fait, d'autogestion du travail. Du coup, d'être en position de décideurs, en fait, des chefs. Alors, c'est des chefs d'entreprise, c'est un chef collectif, mais c'est quand même être en position de chef. Et en tout cas, à Paris 8, les étudiants qui viennent, ils n'ont pas été beaucoup dans leur vie en situation d'être chef, en fait, et de décider. Donc, ça change tout un tas de choses, en fait, sur le droit à la parole. Voilà, alors des étudiants, voilà, une étudiante qui, moi, elle était en cinéma, voilà, moi, jusqu'à présent, je postulais toujours sur des postes de subordonnés parce que je pensais que j'étais pas capable de faire autre chose. Et là, en fait, j'ai vu dans la coopérative que j'étais capable, à travers la trésorerie, aussi d'organiser, de coordonner mes collègues, etc. Donc, finalement, ce qui m'intéresse, c'est la production. Et puis, je vais aller maintenant sur des postes, voilà, plutôt à responsabilité. Donc, elle s'est reconvertie. Enfin, elle a fait après une formation à l'INA. Elle a produit des films, etc. Donc, finalement, une expérience, en fait, pas tant d'un autre travail, mais d'autres positions dans le travail. En tout cas, pour ces étudiants, c'est un peu ça qui change par rapport aux expériences professionnalisantes dans l'université. Et puis aussi sur... voilà, donc moi je dis on est à l'université Paris 8, on est en Seine-Saint-Denis, et il y a beaucoup aussi d'écoles privées qui font des formations à l'ESS, etc. Et puis qui font du pro bono, qui font des projets tutorés gratuits, et du coup, et les acteurs de l'ESS adorent parce qu'ils ont des gens sérieux, parce qu'ils viennent de grandes écoles ou d'écoles privées, donc obligatoirement ils sont plus compétents, et donc en fait ils les invitent à faire des missions gratuites qui du coup impulse en fait dans l'ESS des logiques managériales et libérales en fait de gestion, alors même que finalement dans les universités il y a aussi des jeunes en fait qui ont des connaissances qui sont aussi de leurs connaissances académiques, ce qu'ils ont à l'université, mais aussi des connaissances issues de leur parcours de vie, de leur propre expérience, où finalement ils peuvent aussi vivre ces changements sociaux, etc. et peut-être apporter d'autres choses à ces structures. Et je trouve que ce serait peut-être intéressant pour les structures de l'ESS de s'ouvrir aussi à ces jeunes, même s'ils n'ont pas les bons masters, même s'ils viennent pas forcément des bonnes écoles, etc. Mais parfois ils ont quand même des bonnes idées si on accepte de
les écouter et pas forcément de leur assigner en fait ce que l'organisation a prévu pour eux. Voilà. C'est un peu la caractéristique des politiques jeunesse, c'est qu'on a beaucoup d'ambition et beaucoup de projets pour les jeunes. Et parfois, de temps en temps, c'est peut-être bien aussi de voir quels sont leurs projets à eux et qu'est-ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Et à ce sujet, dans les coopératives d'étudiantes, on a souvent eu cette question-là et ce retour des étudiants coopérateurs, coopératrices. Voilà, ils expérimentent d'autres modes d'organisation du travail, etc. Et parfois, je me souviens notamment des témoignages de Gilles Kerr à Poitiers, des témoignages un peu des étudiants à la sortie des masters, etc., de dire, en fait, moi, je suis arrivée dans la structure de l'ESS, je suis arrivée en disant, ok, allez-y, on va discuter tous ensemble de comment on imagine les orientations. Et en fait, ils se sont cassés le nez, en fait, sur des modes d'organisation ultra classiques, très hiérarchisés, etc., dans lesquels ils n'avaient pas leur place et pas de droit à la parole, puisqu'ils étaient là en fait pour assurer une fonction dont la structure ESS ou pas avait besoin. Et parfois, voilà, il y avait cette question-là de dire comment ces espaces qu'on ouvre dans les universités d'expérimentation, etc., parfois c'est pas un peu contre-productif dans leur insertion professionnelle dans l'ESS, mais parfois du coup ils arrivent aussi avec tout un tas de pratiques, de trucs qui sont pas toujours en adéquation avec les réalités notamment managériales dans ces organisations, qu'elles soient petites ou grandes. Juste pour terminer rapidement sur quelques leviers, j'en parlais tout à l'heure, je passerai vite sur l'idée donc de décentrer ou plutôt de délocaliser la connaissance de l'ESS en changeant régulièrement d'échelle. Ce qui apparaît après 1 an, voire 1 an et demi de projet, c'est qu'il est primordial de faire se rencontrer les jeunes et les acteurs de l'ESS, notamment parce que les acteurs de l'ESS possèdent une posture professionnelle que nous, enseignants, nous ne pouvons pas adopter ou nous ne pouvons pas incarner face à eux. Alors elle peut prendre différentes formes, ça peut être des stages, ça peut être aussi des logiques de mentorat, d'un accompagnement plus distancié, mais aussi très, très fécond. En tout cas, il apparaît crucial de créer des partenariats durables avec des entreprises dont le rythme de travail et le manque de moyens financiers rendent parfois difficiles les contacts. La recherche de stage a été complexe. Pour autant, quand ça fonctionne, ça donne lieu à des échanges très féconds avec des logiques de réseau qui fonctionnent bien. On a eu des échanges, par exemple, avec une coopérative qui est toute proche, qui s'appelle la Petite Distrib, qui nous a renvoyé ensuite vers une ancienne étudiante qui a fondé une coopérative aussi à la Croix-Rousse qui s'appelle Meloco, qui vient juste d'ouvrir, et qui donc est plein de promesses avec des partenariats qui peuvent devenir pérennes avec l'établissement. Donc ça fonctionne. En tout cas, pour ce qui concerne l'établissement, le lycée en tant que tel, et je finirai là-dessus, il m'apparaît désormais qu'il peut être plus intéressant de créer des micro-associations ou des juniors entreprises transmises par exemple d'une promotion à une autre pour incarner plus facilement les principes de l'ESS et éviter au contraire des actions trop ponctuelles qui se cantonnent à la seule idée de solidarité. Nos élèves ont réalisé par exemple des maraudes, des partenariats avec un IME local et finalement on se rend compte qu'ils en retiennent peut-être que le seul principe de solidarité qu'ils connaissaient déjà avant de travailler sur l'ESS. Donc il y a peut-être quelque chose à penser ici aussi pour que l'approche de l'ESS ne soit pas trop superficielle ou en tout cas mal comprise ou partiellement comprise. Merci beaucoup. On va passer aux questions et aux échanges avec vous. Donc il va y avoir un micro qui va circuler si vous avez des questions à poser aux personnes de la table ronde. N'hésitez pas. Léa, elle va poser, elle va dire. Alors, pas forcément une question, mais en vous écoutant, je me disais, est-ce qu'on peut penser une forme de sensibilisation à l'ESS et notamment ce qui a l'air quand même, au travers des expériences que vous montrez, il y a quand même cette question qui est au centre
de la gestion démocratique finalement et de la reprise de pouvoir sur son travail et le pouvoir de décider de son travail, de comment on le fait, pour qui et pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème autour d'une forme de dissonance entre cette expérience qu'ils peuvent avoir à l'intérieur des coopératives d'étudiants ou à l'intérieur d'expériences accrochées à un projet lycéen, et puis leur expérience justement d'étudiants en tant qu'étudiants dans l'organisation universitaire et a fortiori au lycée et dans des établissements du secondaire. Parce que je me dis que en fait, il y a un fossé énorme en fait entre ce que on leur demande de faire à l'intérieur d'une coopérative ou d'un projet qui met la question de la gestion démocratique au centre, et puis leur expérience quotidienne des rapports avec les professionnels de l'enseignement, la communauté éducative, et la manière dont leur vie étudiante, leur vie lycéenne est organisée par autrui. Donc c'est une question que je me posais finalement. Est-ce que c'est possible de faire une sensibilisation à l'ESS dans des environnements aussi peu démocratiques que sont le lycée et un peu moins l'université, mais quand même. Peut-être juste commencer sur le lycée, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Déjà, on espère que ça poussera les élèves à décloisonner justement les projets, la pédagogie de projet et le reste de leur cursus. Et plus encore, que ça pousse les élèves à normaliser aussi l'ESS, notamment parce qu'à 16 ans, on n'a qu'une envie, c'est de se fondre dans la masse. Et donc, souvent, ce que rejettent les élèves, c'est lorsqu'on présente l'ESS comme quelque chose qui serait peut-être trop exceptionnel, trop inédit. Et donc, on essaye d'adopter des termes qui peuvent associer au salariat traditionnel. Par exemple, la notion de réseau, qui est fondamentale. Donc voilà, essayer de normaliser ça sans pour autant perdre ce qui fait la richesse de l'ESS, mais en adoptant une posture aussi plus... Oui, pragmatique, exactement, merci. En leur donnant cette image d'une autre voie dans le monde professionnel et sortir de cette idée justement de se dire l'ESS, je vais juste accompagner les autres au détriment de ma propre ambition professionnelle. Pour nous, à l'université, c'est toujours un petit moment délicat et de forte diplomatie quand il faut expliquer aux enseignants-chercheurs qu'ils ne vont pas être maîtres du stage et qu'ils ne vont pas, puisque en fait avec le statut d'étudiant entrepreneur, en fait les étudiants coopérateurs ont deux droits, c'est le statut national à la substitution de stage obligatoire. Et là, voilà, il y a toujours un petit moment de flottement avec les collègues pour expliquer que là, en fait, ça se fait sur cette substitution de stage, elle se fait sur la base de ce que l'étudiant a décidé, que non, je ne peux pas garantir qu'ils vont faire du développement web, informatique, parce que c'est autogéré et que chaque année, les étudiants décident par eux-mêmes des activités qu'ils ont envie de créer ou pas. Donc, en fait, c'est le principe, en fait, c'est le principe pédagogique pour le coup, du dispositif. Donc, je ne peux pas le garantir, mais que très certainement, ils feront plein de choses intéressantes et que surtout, c'est une manière pour eux. Donc, Paris 8, je ne l'ai pas dit, parce que mais c'est une université de langue, lettres, arts et sciences humaines, donc tous ces trucs qui servent à rien, et qui sont très éloignés du vrai monde, machin. Donc, finalement, c'est aussi
une discussion qu'on a avec les UFR, avec les composantes, sur le fait que c'est aussi des espaces de valorisation des savoirs et des compétences qui sont développées dans le cadre des formations aussi universitaires. Donc pour les étudiants, enfin c'est aussi une manière de valoriser le travail de l'université, en fait, de montrer que des jeunes, des étudiants, ils créent leur activité, ils vont chercher leurs clients, ils réalisent des prestations, qui facturent. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont, ils peuvent le faire, quoi. Donc, ils sont pas incompétents, on n'a pas besoin de les incapaciter ou je sais pas quoi. Ils sont déjà compétents, il suffit juste de leur dire que c'est possible et ils le font. Et ça, c'est un bon levier pour les enseignants. Donc là, maintenant, au départ, c'était un peu compliqué. Là, maintenant, il y a certains UFR avec lesquels on va travailler sur une espèce de sécurité de stage, en essayant de dire quand les stages ils sont plutôt que d'aller faire des stages café ou photocopie, qui sont pas forcément, peut-être qu'on peut réfléchir à créer à multiplier en fait ces espaces pour la géographie, pour l'information communication, pour etc. Donc là on en est plutôt sur ces leviers là, mais ça reste quand même en tension, et c'est pas évident, notamment pour on est quand même dans une université, il y a des rapports hiérarchiques très forts, notamment entre les enseignants et les étudiants, et autre chose, c'est qu'en tout cas sur Paris 8, la coopérative, il n'y a pas d'évaluation, donc il n'y a pas ce truc là aussi de pouvoir de notes, le stage, on valide pas le stage, en fait, on leur permet de faire de dégager ce temps là. Et ça, c'est un peu important. Et on l'a vu sur la première année, on avait négocié des dispenses de stage, etc. C'était un peu différent. Là, ça se fait vraiment sur le projet, en fait, sur la coopérative. Mais ça reste en tension et c'est pas évident. Moi, j'ai une question. Élodie, vous avez évoqué les écarts possibles entre les pratiques qui sont mises en place dans la coopérative et ensuite les pratiques managériales que peuvent vivre les anciens étudiants et étudiantes. Du coup, ma question, c'est est-ce que, notamment pour les lycéens, lycéennes, est-ce que vous avez et aussi pour les étudiants de manière générale, est-ce que vous avez des retours sur ces cohérences ou différences entre ce qui est vu dans les sensibilisations à l'ESS, dans l'éducation à l'ESS que vos programmes peuvent mettre en place, et ensuite, quelques années plus tard, des retours de lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, de leur vécu dans les organisations de l'ESS si ils et elles sont allés travailler dedans. Alors nous, du coup, la première, elle a eu lieu en 2018. Là, on a la 6e édition. Il y a des étudiants qui sont retournés en fait dans les structures où ils travaillaient, pour les étudiants qui étaient en reconversion, notamment des travailleurs sociaux qui sont retournés en fait travailler dans leurs organisations, mais de manière un petit peu différente, du coup avec des postes notamment plus de direction ou de coordination de projet notamment. Après, ce que je vous disais, là, il y a quand même pas mal, en tout cas, d'étudiants et étudiantes. Ils ont plutôt, en fait, déplacé. Encore une fois, c'est pas des étudiants en ESS. Donc, en fait, leur projet, quand ils arrivent à la coopérative, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est que l'ESS, et en fait, ils se projettent pas forcément dans ce monde-là. Voilà. Mais donc après, c'est plutôt sur des formes d'engagement. Je vous dis une étudiante qui allait vivre dans une ferme urbaine avec sa grand-mère pour échanger pâturage de moutons contre logement. Enfin voilà, c'est plutôt en fait des choses comme ça en fait dans leur vie, des créations d'associations, une création de films autour de témoignages d'étudiants coopérateurs, voilà, des choses comme ça. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue pour l'instant. Voilà, quelques reconversions quand même. Donc après, des gens qui vont aller travailler dans des grosses structures de l'ESS. Où en même temps, ils ont fait leur coopérative, etc., mais ils voient quand même aussi les limites. Voilà, il y a quand même une dimension critique, donc ils y vont simplement, voilà, avec un autre regard, voilà, qui est parfois un peu élargi ou pas. Mais l'objectif, c'est pas de les convertir. Voilà, c'est juste de leur dire qu'il y a d'autres
choses qui sont possibles. Après, ils font pas, mais au moins, on leur permet de savoir que ça existe. Parfois, savoir que ça existe, ça permet juste d'imaginer. Et puis, ça modifie aussi pas mal leur rapport au territoire, parce que parfois, on a parlé des étudiants d'AES, mais ils ont aussi un peu cette idée que la Seine-Saint-Denis, c'est des pauvres, machin, il faut leur venir en aide, etc. Et en fait, quand ils voient, qu'ils vont visiter, qu'ils sont en contact et qu'ils voient qu'en fait, c'est un territoire qui est hyper dynamique, où il y a plein de gens, ça fait 30, 20, 40, 50 ans, en fait, qui travaillent autour de ces questions-là, qui n'ont pas forcément besoin mais qui ont peut-être besoin d'autre chose, ça transforme aussi un peu leur vision du territoire. Et donc, ils s'y investissent un peu différemment. Ça répond pas complètement, mais voilà, ce qui modifie, c'est un peu cette vision-là. Ils décalent leur regard en fait, plus qu'ils changent leur espace professionnel en fait. Merci en tout cas pour vos témoignages, et je suis admirative du travail que vous réalisez, ou en tout cas des expériences que vous avez tentées et lancées. Ça nous donne plein d'éléments. Je voudrais donc proposer peut-être un petit levier qu'au sein de l'ADES, on a entrepris, et grâce au financement de la Fondation Crédit Coopératif, on propose justement une action auprès des jeunes qui me semble pouvoir répondre justement à la conscientisation, ou en tout cas aussi à prendre connaissance de la complexité du travail et du monde de l'ESS, comme c'est le cas d'ailleurs dans n'importe quel milieu du travail. Et donc on propose on a un appel à candidature pour réaliser, que des jeunes réalisent des petits films montrant ce que l'on fait dans l'économie sociale et solidaire, en montrant la coopération qu'il y a dans l'ESS, des petits films de 5 minutes à 15 minutes. Et donc chaque des équipes de lycéens, de personnes en formation, quelle qu'elle soit, peuvent donc réfléchir ensemble. Donc c'est pas sous forme coopérative, mais c'est sous forme collective en tout cas, pour aller choisir un endroit, une expérience, un collectif, une coopérative, une mutuelle, ce qu'elles souhaitent, pour créer ensemble ce petit documentaire en quelque sorte, que l'on on va rassembler. Et donc c'est un appel que je vous transmets aux uns et aux autres aussi, pour que vous puissiez transmettre l'information, et qu'on puisse donc aussi organiser en janvier prochain un temps où on projettera ces petits documentaires, et qui permettra de discuter. Et ce qui m'importe beaucoup, c'est discuter justement sur les réalités. C'est pas des petits documentaires, des petits films pour faire la promo. C'est vraiment bien sûr pour faire la promo si c'est possible, mais c'est pour discuter de la complexité. Qu'est-ce qui se passe dans l'ESS, et à travers les yeux justement des jeunes. Ça nous importe beaucoup. J'ai été très sensible aussi au fait que vous disiez il faut écouter ce que cette jeunesse et ces jeunesses. J'étais sensible aussi au fait qu'il n'y a pas les jeunes, mais plusieurs types de jeunes. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi que cet appel à candidature vogue pas seulement dans les masters ESS, mais aussi dans les formations professionnalisantes, par exemple, ou autres, et qu'on a une variété comme ça, en fait, de point de vue de ce que représente l'ESS, du point de vue des jeunes. Voilà. Bon, pour moi, c'est un levier, parce que c'est aussi un travail, du coup, de réflexion, de débat, un petit peu comme dans la coopérative, quand il faut discuter comment on se répartit le maigre chiffre d'affaires. Là aussi, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut montrer. Donc ça réintroduit aussi le débat et des choix de ce que l'on a envie de dire et montrer en tant que jeune. Donc ça, c'est un message que je transmets, un petit levier aussi à notre niveau au sein de l'ADES, qui est donc une association ancienne, qui est pour le développement des données et de la connaissance au sein de l'ESS. Et puis une question au-delà donc de cette remarque, c'est je vois que dans ce que vous proposez, en tout cas ce que vous nous livrez ce matin, des points de vue très pragmatiques des jeunes vis-à-vis de là où ils en sont, là où ils sont, là d'où ils partent. Donc on voit qu'ils bougent un peu à travers la coopérative notamment.
Mais voilà, comment, en tout cas, là, ma question, où est-ce que c'est possible et comment on peut aussi transmettre cette idée par le travail dans l'ESS, d'une transformation possible de notre société, en fait, et de réinsuffler un peu peut-être de l'utopie. Enfin, d'après ce que vous nous dites, là, c'est pas que ça plombe, mais c'est quand même un peu lourd. Donc, comment cette utopie, en tout cas, qui est à l'origine, pour moi, de l'économie sociale et solidaire, voilà, comment est-ce qu'elle peut être, elle est présente, elle peut l'être, comment on peut l'insuffler. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de mon côté et si on pouvait la transmettre aussi à ces jeunesses pour qu'elles ne voient pas la vie trop sombre, même si elle n'est pas simple. Voilà, merci beaucoup. Ouais, je peux. Bonjour à tous, Charlotte Moreau, je travaille à l'Université de Liège dans la faculté HEC. Je voulais, merci vraiment, moi je trouve que c'est une question hyper cruciale. Donc ma question directement, c'était, vous avez dit qu'il n'y avait rien dans les programmes pour les étudiants du secondaire. Or, en Belgique, on est dans un contexte où on est en train de revoir les programmes des étudiants du secondaire. Je suis impliquée dans un groupe de travail avec Florian qui cherche justement à faire des propositions pour nourrir ces programmes autour des questions de transition socio-écologique et de modèles alternatifs liés à l'économie sociale et solidaire. Du coup, ma question, ce serait, selon vous, c'est quoi les compétences qu'il faudrait mettre dans cette réforme de programme? Petite question. On peut peut-être un regroupement de questions. Oui. J'arrive derrière. Merci pour vos interventions. Ça rejoint un peu la question des programmes. Donc j'en profite, aller au-delà des programmes scolaires. Moi, je me pose la question on parle beaucoup de sensibiliser les jeunes, mais entre les jeunes et le travail, souvent, il y a des professionnels de l'accompagnement à l'insertion. Et nous, on se pose cette question-là aujourd'hui parce qu'on porte une recherche sur les rencontres entre travailleurs handicapés et ESS. Et avec ce frein aussi que les personnes, en fait, ne connaissent pas l'ESS et donc n'y vont pas. Et donc, au-delà de la sensibilisation des jeunes, comment on peut réussir à professionnaliser les CIP et en fait tous les professionnels de l'orientation? Parce que finalement, même avec un master ESS, quand on se retrouve à France Travail et qu'on rentre pas dans les cases, c'est déjà un petit peu déstabilisant. J'imagine un jeune qui a juste suivi une sensibilisation à un moment donné de son parcours et qui va aller parler de ça à son conseiller en insertion professionnelle et qu'on lui dit bon bah oui c'est gentil mais bon ça va pas faire un métier. Voilà, qu'est-ce que la personne fait derrière? Je pense qu'elle abandonne très vite. Et également, je me pose la question, moi aujourd'hui de plus en plus, parce qu'on m'a fait la réflexion aussi sur la question du handicap et ça m'a fait réfléchir. Je me pose la question est-ce qu'aujourd'hui, dans les urgences sociales et écologiques dans lesquelles on est, on a encore envie de partir du principe que c'est une question de sensibilité. Et donc le choix des mots me paraît important. Bonjour, merci beaucoup pour ces interventions qui ont été très riches. Alors moi j'ai quelques observations parce que je suis, en tant que jeune, on va dire que très tôt, en fait, je me suis vraiment engagée au niveau associatif, voilà, donc j'ai un engagement très militant, enfin voilà, et, même au niveau de mon université aussi. Et donc ces questions-là me touchent. Et puis après, voilà, donc j'ai plusieurs questions que je vais essayer de regrouper. Enfin, donc du coup, vous avez dit que vous avez interrogé quand même des jeunes sur leur engagement dans l'ESS. Et en fait, je voulais savoir déjà, est-ce que vous avez observé, donc dans les échanges que vous avez eus avec ces jeunes-là, des formes d'ambiguïté entre le travail et leur engagement dans l'ESS? Et je pense notamment donc au fait que vous avez parlé du service civique. Et bon, moi j'ai mon avis là-dessus par rapport au service civique, mais voilà. Donc on sait que le service civique est censé ne pas relever de l'emploi, mais s'en rapproche fortement quand même, parce que voilà, donc il y a cette question, il y a des faits concrets, il y a cette question du temps de travail, le temps plein, les tâches qui sont parfois quasi professionnelles aussi. Il y a le fait que cela peut produire
aussi quelquefois des formes de confusion entre le militantisme, le volontariat et même parfois voilà, le travail salarié. Et personnellement, donc, je parle d'une posture où je partage d'une expérience donc, où je me suis retrouvée parfois dans des conditions où en fait voilà, je suis en service civique, mais on attend de moi un niveau qui est celui d'un salarié. Voilà, donc ce qui est un peu compliqué parce qu'on sait très bien que voilà, le service civique c'est une indemnisation. Enfin, voilà. Donc on n'est pas dans un cadre où on doit attendre un certain niveau voilà, de connaissance. Voilà. Et je trouve que parfois ça peut mettre le jeune en fait, dans une forme en fait, d'ambiguïté, parce qu'il est dans le militantisme, mais voilà, on attend aussi des choses. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu observer par ailleurs? Donc est-ce qu'il y a aussi des logiques en fait, de régulation pour encadrer ces formes ces dispositifs qui favorisent l'engagement des jeunes? Et puis aussi, est-ce que vous avez pu observer une forme un peu de... Je suis dans le milieu de l'ESS, mais je ne sais pas comment le dire, mais est-ce que vous avez pu observer des formes un peu d'instrumentalisation de l'engagement des jeunes? Je pense notamment à... J'ai pas envie de pointer du doigt, mais certaines structures de l'ESS qui utilisent les dispositifs qui existent là comme main-d'œuvre, bon marché, parfois, ou comme palliatif au fait qu'il y a un manque de financement public et on ne peut pas embaucher. Enfin voilà, donc on va aller prendre le service civique pour essayer de... Voilà. Est-ce que vous avez pu observer aussi par ailleurs des tensions entre les valeurs que prône l'ESS et puis les conditions réelles en fait, dans lesquelles les jeunes en fait, travaillent dans ces types de dispositifs-là et ce qui me pose aussi la question de la formation souvent des encadrants qui accueillent donc, ces jeunes en service civique et se sont formés aussi à les accompagner, donc à comprendre que voilà, quel est le cadre quand on est en service civique ou pas, voilà, et puis c'est quoi le milieu professionnel classique, ou je sais pas, est-ce qu'il y a quand même un accompagnement? Parce que les jeunes investissent ces formes d'engagement-là avec des valeurs de solidarité ou de transformation sociale, mais rencontrent parfois des réalités hiérarchiques et managériales qui parfois peuvent être frustrantes, mais voilà, il y a aussi un cadre aussi, il y a tout un apprentissage, on parlait d'encadrer ou d'éduquer un peu les jeunes aussi à ce qu'est le monde du travail, il y a tout ça. Et donc, j'ai 3 autres questions. Pardon, excusez-moi, mais il faut vraiment que je les pose ces questions-là. Peut-on parler d'une forme de travail déguisé dans certaines pratiques du service civique? Une autre question, c'est comment les jeunes vivent-ils, donc dans les questionnaires, les enquêtes que vous avez pu mener, comment les jeunes vivent-ils le décalage entre les valeurs affichées de l'ESS et leurs conditions d'engagement ou de travail concrètes? Et la dernière question, dans quelle mesure ces dispositifs permettent-ils une entrée pérenne dans le monde professionnel, notamment dans l'ESS? Voilà, merci. Merci. Je propose qu'on réponde, que vous répondiez toutes et toutes rapidement parce que le temps est court et que peut-être après on profite des échanges au moment du café. Voilà, mais je vous laisse répondre à ces nombreuses et intéressantes questions. Ouais, je veux bien, sur la capacité... Pour répondre à Valérie, sur tous ces projets, il y a quand même des possibilités d'utopie et de transformation. À partir du moment où on arrive à sortir des logiques, appel à projet de dispositifs, nous on a la chance par exemple sur le projet hors champ d'être soutenu par la Fondation RTE, on n'a pas fait un appel à projet, on a réfléchi avec les acteurs locaux, avec les financeurs, et du coup on construit au fur et à mesure du projet, et du coup ça marche, que quand on doit appliquer un dispositif qui a été pensé à Paris, qui est joli, un super PowerPoint, mais au final les acteurs quand on arrive sur le territoire ça sert à rien, donc c'est joli mais en fait on a dépensé de l'argent pour rien, et là, c'est l'étape au-dessus, quand on est en capacité, donc j'ai parlé des ploucs à Rion-des-Landes, où ils vont mobiliser leurs ressources internes pour arriver à transformer le territoire. Mais il y a aussi le cas du PTCE Sud-Aquitaine, qui, autour de la coopérative jeunesse, enfin l'ECJ, pardon, entreprise coopérative jeunesse, sinon je me fais engueuler, qui ont réussi à rentrer dans du droit commun, à répondre à l'appel d'offres pour récupérer une paillote de plage, et du coup mettre en place une coopérative jeunesse. Mais là, ils sortent des dispositifs spécifiques, ils rentrent sur du droit commun et ils ont décidé, à travers leur capacité interne, après le PTCE, ils ont une CAE, ils ont plein de choses qui leur permettent d'internaliser cet accompagnement. Ils font le choix stratégique parce que dans leur projet politique écrit, il y a un enjeu, c'est de faire du territoire un territoire coopératif. Donc ils se donnent les moyens d'eux, et dans les coopératives, Elodie, mais dans les projets de coopératives jeunesse qu'on a observés,
la CEC du métro locaux, c'est une des seules qui arrive à rémunérer à peu près ses participants, et où il y a une dimension transformation sociale par le travail. Donc il y a des possibilités, mais ça demande aussi, parce que je disais déjà, de repenser comment les financements et de comment perçoivent, je me répète, mais nos acteurs, nos financeurs, donc banques coopératives mutuelles, sur ces projets-là, qu'ils arrêtent de le penser comme des logiques de charité ou de mécénat. Ou alors on est dans les budgets com, ils nous donnent des vrais budgets de communication. Alors, moi, juste vous dire que demain, à 14h, vous pouvez venir en DM 220, parce qu'on va se retrouver avec les coopératives d'étudiants. Et il y aura des étudiants, étudiantes, coopérateurs, coopératrices. Il y en a dans la salle là de Paris 8. Et il y en a en face de moi qui sont des anciens étudiants coopérateurs de Montpellier. Donc voilà, je pense que c'est pas mal de leur poser la question directement. Et moi, je répondrai rapidement sur la question de l'utopie. Voilà, l'utopie, ça n'a pas de lieu. Donc en fait, finalement, en tout cas, la coopérative d'étudiants, elle a cet effet utopique parce que c'est effectivement, elle crée un espace en fait qui est hors université. Elle n'est pas localisée. Les étudiants travaillent dans un espace qui n'est pas celui habituel du campus de Saint-Denis. Donc ils ont un autre lieu, y compris physiquement. Ils sont sur d'autres modes d'organisation, etc. Mais pour moi, une des fonctions de l'utopie, en fait, c'est d'alimenter du débat d'idées, de la réflexion. Je l'ai pas dit, mais dans le cadre de la coopérative, moi j'invite des chercheurs, chercheuses à venir discuter de leurs travaux sur différentes dimensions de ces travaux collectifs qui créent des espaces réflexifs sur les étudiants. On fait aussi des lectures d'arpentage, etc., qui les aident aussi à réfléchir à tout ça. Donc pour moi, en fait, l'utopie, elle a pour vocation à créer des espaces de pensée, etc., qui vont après aller essaimer et infuser d'autres choses ailleurs. Finalement, peu importe dans quel lieu, dans quel cadre de travail ça est fait, voilà, mais ça donne au moins quelques clés ou quelques habitudes de se questionner, de prendre les choses un peu avec la distance, d'aller au-delà parfois des mots. Et je pense que ça, c'est une vocation de ces espaces-là. Sur la question des programmes, pour nos compatriotes belges, quelques éléments. Déjà, ce qui me paraît crucial, c'est le développement de la coopération entre les élèves, qui, par ce type de projet, vont sortir des rapports classiques, en adoptant déjà, parfois sans s'en rendre compte, une posture déjà plus professionnelle ou plus adulte, si on peut le dire ainsi. Ensuite, c'est l'apprentissage de l'autonomie, parce qu'on ne décrète pas l'autonomie, on va l'apprendre, on va en faire l'expérience, notamment avec du travail en groupe, parfois des tensions d'ailleurs, la gestion démocratique n'est pas de tout repos. Et puis surtout, ça va permettre à ces élèves d'étoffer leurs valeurs morales avec une vraie ouverture aux autres et un travail sur l'empathie tout particulier. Il y avait une question qui traitait d'être sensible ou de la sensibilité. Le sensible, sur des conceptions plus philosophiques, c'est aussi ce qu'on peut toucher. Et c'est aussi ce qui est le point de départ pour nous, en tout cas à l'école, c'est de pouvoir donner du concret à ces élèves, qu'ils puissent faire l'expérience, que ce soit en classe ou dans un milieu professionnel de l'ESS. Et enfin, je finirai là-dessus, ce qui est très important, même si les programmes vont donner une place à l'ESS, c'est de ne mettre aucune pression pour professionnaliser absolument dans l'ESS les élèves. C'est le meilleur moyen qu'ils fassent volte-face. L'important, c'est qu'on puisse, dès le début, remettre de l'humain, remettre des valeurs morales, même dans le salariat classique, pour qu'ensuite, plus tard, ils puissent envisager des réorientations futures ou qu'ils puissent, sans même s'en rendre compte, adopter une posture professionnelle différente grâce à ce travail qui aura été fait en amont. D'abord, il y avait cette question sur les professionnels de l'insertion. Déjà pour moi, les professionnels de l'insertion, pour la grande majorité d'entre eux, ils sont dans l'ESS. Ils font de l'ESS, ils travaillent pour beaucoup dans des associations. Les missions locales, c'est des associations. Alors ils font de l'ESS parfois sans le savoir, mais en tout cas, voilà, ils font partie de ce monde-là. Alors,
d'un sous-monde, on va dire, dans ce monde qui est quand même relativement structuré, éclaté et cloisonné. Et par contre, ce qui est certain, quand on travaille sur les professionnels de l'insertion, comme je l'ai fait aussi, c'est que déjà, les professionnels de l'insertion parlent très peu de travail, en fait, avec les usagers des services dans lesquels ils travaillent. On parle beaucoup plus d'emploi que de travail. Et c'est peut-être là aussi un peu le problème. Alors, parler de gestion démocratique de l'entreprise au travail, là, je pense que c'est encore plus loin, finalement, de la manière que ces professionnels, du fait de leur socialisation, de fait des formations qu'ils ont suivies, des dispositifs. En fait, les professionnels de l'insertion, aujourd'hui, c'est des gestionnaires de dispositifs. Donc, les dispositifs sont très prescriptifs, finalement, du type d'accompagnement qu'ils vont pouvoir développer. Et de ce fait-là, moi, je pense qu'une première chose serait en effet de remettre du travail dans l'accompagnement, que ça soit dans l'ESS, vers l'ESS ou autre chose. Ensuite, je vais être, je pense, assez décevante. Je suis désolée par rapport à vos questions sur les services civiques, parce que cette partie de l'enquête, je parlais d'une enquête qui a été faite par des collègues, donc je ne vais pas m'aventurer à aller plus loin que ce que j'ai ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, il y avait déjà pas mal de réponses dans votre question, donc cette idée que, vous avez très bien montré finalement ces ambiguïtés qu'il y a vraiment au cœur du service civique dans sa construction juridique même, donc et qui pose vraiment des questions en termes de droit. De droit du travailleur pour ces personnes qui sont en service civique, mais aussi le fait qu'il y a un certain nombre de questions que vous soulevez qu'on peut poser à propos des jeunes en service civique, des jeunes, mais aussi plus largement des salariés dans l'ESS, sur cette question de la contradiction entre des valeurs qui sont portées par les organisations et puis les conditions de travail. Bon, ça, c'est des choses qui sont quand même maintenant bien documentées par des collègues qui doivent être ici et qu'on peut rencontrer. Donc c'est clair que c'est un problème, mais dans l'enquête qu'on avait faite avec Émilie et puis Diane Rodet, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a, on n'est pas les seuls à le dire, c'est qu'il y avait une très forte intériorisation finalement des contraintes qui s'appliquent, auxquelles sont soumises les associations, donc les employeurs. Et donc l'acceptation, elle provient de ça aussi, quoi. C'est l'idée, de toute façon, on sait que c'est difficile pour les associations, les financements baissent, et en gros, c'est l'État, le responsable final, finalement, de la situation et de nos conditions de travail. Parce que les financements baissent, donc les employeurs ne peuvent pas offrir des salaires comme ils aimeraient en offrir, et donc on ne peut pas leur en vouloir d'une certaine manière. Donc il y a aussi cette rationalisation de ce décalage entre des conditions de travail et puis des valeurs qui peuvent être portées par les employeurs où ils vont travailler. Voilà. C'était très rapide. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Je suis très heureuse d'avoir instruit cette question-là et en espérant qu'elle va pouvoir être continuer, explorer dans les mois, dans les années prochaines, parce que c'est sans doute un enjeu important pour l'ESS au travail. On a une pause
qu'on a un peu prises là. Et après, les travaux continuent à 10h30 en atelier. Je voulais juste rappeler, en fait, en fin de mercredi après-midi, comme Élodie l'a rappelé, il y a des activités off. Donc, il y a effectivement la réunion des coopératives de jeunesse. Il va y avoir une projection d'un film sur les paradoxes de l'autonomie au travail. Et des visites dans le cœur historique des canuts de la Croix-Rousse, auxquels vous pourrez vous inscrire, etc. Il y a des places. Voilà. Bonne poursuite de journée. Merci.